C'est un fait unique dans l'histoire du protestantisme européen qu'une minorité chassée de ces terres soit capable de revenir et de s'y installer les armes à la main, ce qui explique pourquoi les Camisards ont rêvé d'être des Vaudois. Bienvenue sur les traces des Vaudois. Je suis Antoine Gouritin et dans cette enquête du musée protestant, je vous emmène à la découverte des Vaudois. Un nom qui a été utilisé pour désigner une dissidence religieuse qui a pris des formes très différentes et a nourri bien des fantasmes, du XIIe siècle à nos jours. Dans l'épisode précédent, l'historien Gabriel Audizio nous a raconté le massacre des Vaudois du Luberon en 1545 et son contexte, et nous nous sommes intéressés à la mémoire locale de ces événements. Et si des Vaudois protestants s'installent à nouveau en Provence et que des communautés existent toujours dans toute l'Europe, cette nouvelle période de l'histoire des Vaudois est de plus en plus franco-italienne et même italienne. Dans cet épisode, Alexandre Ruel, spécialiste du Piémont savoie à l'époque moderne, et Jean-Paul Chabrol, fin connaisseur des protestants cévenols de la même période, vont nous aider à comprendre comment le sort des Vaudois du Piémont intéresse les jeux politico-religieux de toute l'Europe, et les liens qui se sont alors tissés avec les Huguenots, avec un ennemi commun, la France de Louis XIV. Quand on parle de Piémont-Savoie au XVIe et XVIIe siècle, il faut le voir un peu comme une petite principauté qui chevauche les deux versants des Alpes occidentales, donc tant le versant français qu'italien. C'est une principauté à peine plus grande qu'une de nos régions françaises. Elle s'étend à cette époque sur le duché de Savoie, donc ça correspond grosso modo au département de la Savoie et de la Haute-Savoie. On va aussi y avoir le comté de Nice. On est plutôt versant français, versant italien, on va y trouver le Val d'Aoste, et puis l'actuelle région du Piémont, autour de laquelle s'est construit Turin. Les Vaudois, eux, se situent dans la partie vraiment occidentale du Piémont. En gros, ils peuplent 5 vallées, celle de Luzerne, d'Angrone, de Saint-Martin, de Pragélas, et puis la dernière, celle de la Pérouse. Et c'est vraiment un micro-territoire à l'échelle européenne, sur une carte de l'Europe. On ne les verrait même pas, on les représenterait vraiment par un simple point. Et comme vous le montrez dans vos travaux, ce Piémont-Savoie, c'est une petite principauté qui essaye de se faire une place, de s'affirmer au milieu d'États puissants qui sont tout autour. Exactement. Alors on peut considérer ces États comme un carrefour d'influence, déjà sur le plan culturel et linguistique. C'est un peu complexe. Mais il ne faut pas concevoir le monde alpin comme divisé en deux, d'un côté l'influence française et de l'autre côté l'influence italienne. Si on prend le versant français, la Savoie est francophone quand l'ancien comté de Nice est plutôt italianisé. Voilà, il y a une forme d'italianité. De la même façon, nos Vaudois qu'on évoque depuis tout à l'heure, ils ont un usage du français. Et ils vont utiliser cette culture francophone pour se distinguer d'un Piémont qui tend à s'italianiser. Carrefour d'influence aussi sur le plan économique. Les Alpes sont traversées par les marchands qui vont transiter entre Méditerranée et puis mer Baltique. Carrefour d'influence surtout d'un point de vue politique ou géopolitique. On est dans une région qui est marquée par un fort morcellement. On a là une région qui va être grosso modo disputée entre deux pôles d'influence, deux pôles de puissance. À l'ouest, on a le royaume de France, qui ne va cesser en fait de se consolider un peu au Moyen-Âge, mais surtout à l'époque moderne. Et puis à l'est, on a la sphère impériale. Et puis à cela, on va ajouter un peu de complexité. On a en quelque sorte un troisième pôle de puissance, on peut l'appeler comme ça, même s'il est beaucoup moins influent, mais c'est la sphère suisse. Et la Confédération helvétique, elle a aussi son mot à dire, ne serait-ce parce que ces relations sont particulièrement complexes avec la Maison de Savoie. Vous disiez carrefour d'influence culturelle, carrefour d'influence politique, et carrefour d'influence religieuse aussi, parce qu'on y arrive. Tout à fait, donc la religion va être très rapidement instrumentalisée, non pas que par la Maison de Savoie, mais par en fait l'ensemble de ces États de cette Europe que l'on qualifie parfois de dorsale catholique. On a donc une religion qui va être particulièrement instrumentalisée pour essayer d'endiguer toute avancée des idées protestantes qui viennent du monde suisse, du monde germanique, mais aussi de l'Angleterre. Et de la même façon, la Maison de Savoie va avoir des ambitions politiques derrière cela. Elle regarde entre autres vers Rome pour y avoir une influence,
La scène romaine reste quand même un lieu important de diplomatie. Encore au XVIe siècle, c'est beaucoup moins vrai pour le XVIIe et le XVIIIe siècle. Politiquement, Alexandre Ruel a décrit dans sa thèse la stratégie de bascule de la principauté qui joue en réalité ses voisins les uns contre les autres en fonction de ses intérêts propres et des contextes. Cela se retrouve bien sûr en matière religieuse. Et dans tout ce que j'ai lu sur les Vaudois, et l'épisode d'introduction de cette série a dû vous en convaincre, le XVIIe siècle est le grand siècle des Vaudois des vallées. Pourtant, dans une thèse sur le Piémont-Savoie à cette époque, ils sont presque absents. J'ai demandé pourquoi aux chercheurs. Alors peut-être que c'est un peu le défaut de mes recherches. Moi je m'appuie principalement sur des sources diplomatiques. Voilà, des mémoires, des lettres échangées au sein des cours de France et de Savoie, mais aussi entre les cours de Paris et de Turin, entre leurs ambassadeurs. Et c'est vrai que moi les Vaudois je les retrouve, mais c'est une préoccupation géopolitique moindre. On les retrouve quand même lorsque on a des contextes un petit peu tendus. Comment sont-ils considérés ? On peut retrouver les termes d'hérétiques, classique. On retrouve aussi beaucoup les termes de séditieux, termes de rebelles un peu moins. Mais voilà, ces sujets finalement qui, quand ils sentent qu'ils peuvent avoir une opportunité, peuvent profiter de l'occasion pour pouvoir revendiquer plus d'autonomie, voire plus d'indépendance. Voilà. Finalement, quand on analyse un petit peu la politique de la Maison de Savoie vis-à-vis des Vaudois au XVIe, XVIIe siècle, on a une politique qui aussi, on les considère comme des ennemis de l'intérieur, parce qu'ils n'embrassent pas le catholicisme, et en même temps, ça reste des sujets fidèles. Voilà, des sujets comme tous les autres sujets de la principauté. Ça s'explique aussi parce que on est dans une principauté composite. Et c'est une maison princière qui a bien compris qu'elle doit faire avec les particularismes de chacun. Et c'est évident que les Vaudois vont finalement devoir osciller entre une certaine forme de tolérance et puis une relative intolérance. Ça, c'est très clair. Et en fonction des périodes, la Maison de Savoie va accorder plus ou moins de liberté. Premier exemple après plusieurs années de répression au milieu du XVIe siècle. Et la date a droit à son pavé devant la maison vaudoise, aujourd'hui à Torre Pellice. Il y a le 1561, c'est la date de la paix de Cavour, donc c'est la date dans laquelle le duc va donner la liberté aux Vaudois de vivre dans ces vallées. C'est à Cavour que, après de nombreuses difficultés, les conventions suivantes furent signées le 5 juin 1561. 1. Amnistie pour le passé. 2. Liberté de conscience accordée aux Vaudois. 3. Permission aux bannis ou fugitifs de se repatrier. 4. Restitution des biens confisqués. 5. Autorisation aux protestants de Boubiane, Fénil et autres villes du Piémont d'assister aux prédications qui auraient lieu dans les vallées. 6. Autorisation à ceux qui auraient abjuré de rentrer dans leur église. 7. Promesse que tous les anciens privilèges des Vaudois seraient confirmés. 8. Et que les prisonniers seraient rendus. Et c'est intéressant parce que en 1561, cette première vague de répression va se finir par un édit de tolérance. Et c'est, de mémoire, le premier édit de tolérance de toute l'Europe. On va déclarer une amnistie pour apaiser les tensions, et puis on va leur accorder des droits, ou je dirais plutôt réduire leurs droits, en disant aux Vaudois, vous avez le droit de pratiquer vos cultes, mais uniquement dans vos vallées, parce que le protestantisme sera interdit dans le reste du duché. Et ça, c'est intéressant, parce que cet édit de tolérance, donc, qui va servir en fait de base pour essayer de définir d'un contexte à l'autre, d'une période à l'autre, les libertés des Vaudois, en fait, ce principe-là, on va le retrouver aussi dans les édits de tolérance en France. Après, il y a le 555, que c'est l'année du massacre des Vaudois par les troupes des Savoyards. Et c'est la date aussi dans laquelle l'Europe protestante va commencer vraiment à s'occuper des Vaudois. Donc on a d'une part le souvenir des persécutions, d'autre part le souvenir du lien avec l'Europe protestante. Pour refaire le contexte, on est en avril 1655. On est dans une période dans laquelle le Piémont-Savoie reste un État avec une autorité fragile.
le pouvoir central est moins fort, les populations en sont conscientes, elles vont jouer dessus. Les Vaudois, donc à partir de 1653, vont justement profiter de cette situation pour sortir de leur vallée. Ce qui était interdit en vertu de l'édit de Cavour. Pendant 2 ans, ils vont descendre, notamment dans la vallée de Pignerol, qui est en fait à cette époque-là française, et qui communique avec la vallée de la Pérouse, qui est elle-même l'une des 5 vallées vaudoises. C'est français depuis 1632 pour des raisons stratégiques, à avoir des positions avancées, pour pouvoir mieux faire pression sur ce voisin qu'on peut redouter un revirement d'alliance, et puis aussi pour pouvoir mieux guerroyer dans la région. Au moment donc de Pâques 1655, la duchesse Christine décide de mettre fin à cette chasse aux Vaudois, d'aller plus loin et de réprimer. Cet épisode des Pâques piémontaises va particulièrement retenir notre attention parce que il y a là une première occasion où les puissances voisines et un peu plus lointaines vont se manifester. Mais certains récits racontent que des envoyés vaudois auraient parcouru toute l'Europe, du moins ils se seraient rendus auprès des Huguenots français, auprès des protestants anglais, auprès des protestants aussi de la sphère allemande, pour pouvoir en fait relater les événements. L'événement est alors rapporté dans la presse européenne, notamment dans l'Angleterre de Cromwell qui y voit l'occasion de devenir le champion du protestantisme. Le pasteur vaudois du XIXe siècle, Alexis Muston, que nous avons déjà croisé, a une formule qui résume bien la portée donnée à l'événement en l'inscrivant dans une continuité de massacres perpétrés par l'Église catholique contre des opposants. Il l'appelle les Pâques piémontaises. C'est du haut d'un clocher catholique qu'est parti le signal de la Saint-Barthélemy. Ce sont les basiliques de Palerme qui ont sonné les vêpres siciliennes. C'est du haut d'un édifice qui portait le nom de la Vierge Marie qu'est parti le signal des Pâques piémontaises, dont l'affreuse célébration a rempli les vallées vaudoises de larmes et de sang. Les soldats prévenus s'étaient levés de bonne heure. Ils se trouvaient frais et dispos, ils avaient dormi sous le toit de ceux qu'ils allaient égorger. Eux que les Vaudois avaient reçus, logés, nourris avec tant de confiance. Eux qui devaient les protéger. Les voilà au même moment dans toute la vallée, avec le même fanatisme, transformés en lâches assassins. Rome à la palme pour ces conversions-là. La réaction internationale se fait rapidement ressentir. On a des ambassadeurs suisses et néerlandais qui se rendent rapidement à Turin et qui dénoncent le massacre. La presse néerlandaise va elle-même aussi titrer « Le renard de Savoie », une image qui va en fait coller à la peau à la maison de Savoie, notamment au futur duc Victor Amédée II. Et finalement, face aux pressions extérieures, la duchesse Christine est obligée d'accorder aux Vaudois des lettres de grâce, patente di grazia, et elle est obligée de reconnaître leur liberté, et c'est vécu comme une vraie humiliation. S'il n'y avait pas eu cette mobilisation internationale, sans doute les Pâques piémontaises auraient été un épisode un peu plus facile à digérer pour la cour turinoise. Après 1689, donc la date de la glorieuse rentrée, au moins du début de la rentrée, parce qu'ils ont eu besoin de quelques années pour retourner vraiment dans ces vallées. Cet événement de 1689 est un événement fondateur à bien des égards, pour les Vaudois, protestants italiens, mais aussi pour l'internationale protestante au sens large. Elle marque une première victoire au milieu de ses multiples défaites. Pour comprendre son impact, il faut s'intéresser au voisin occidental. Vous l'avez compris, c'est l'influence française qui dicte en grande partie la politique piémontaise au XVIIe siècle, d'autant plus avec le règne de Louis XIV. Et le duc de Savoie imite la politique anti-protestant et donc anti-vaudois de son oncle. L'expulsion des Vaudois de leur vallée, en 1686, serait alors une réplique de la révocation de l'édit de Nantes l'année précédente. Les Vaudois ont également connu les dragonnades, les expropriations et l'installation de familles catholiques sur leurs terres. J'ai demandé à Jean-Paul Chabrol, fin connaisseur des protestants français d'après la révocation, de m'expliquer. Le duc de Savoie applique exactement la même politique. Alors, est-ce qu'il le fait avec des arrière-pensées? Je ne pense pas. Il est dans la logique de la répression des Pâques piémontaises. Ils vont donc tenter de résister. Mais là, ils tentent de résister par les armes. Alors qu'en France, à la même époque, à partir de 1686, on a des prédicants, c'est-à-dire des pasteurs sans formation théologique. Très souvent, ce sont des anciens des consistoires qui prennent le relais des pasteurs qui ont été obligés de quitter la France en l'espace de 15 jours à la révocation de l'édit de Nantes. Et ces premiers prédicants mettent surtout l'accent sur une résistance plus ou moins pacifique.
Et donc, alors comment ça se passe? Donc la plupart ils sont exilés en Suisse, c'est ça? Oui, la plupart sont exilés dans le canton de Vaud. Et donc c'est à partir de là qu'ils vont organiser leur retour en s'appuyant donc sur un certain nombre de Vaudois qui ont été obligés de s'exiler et une partie de ces civils entre guillemets qui ont suivi les mêmes chemins, contraints et forcés par la politique répressive du duc de Savoie. La géopolitique est également primordiale pour comprendre l'importance de l'événement. Le contexte est favorable, comme me l'a raconté Alexandre Ruel. C'est la glorieuse rentrée et c'est lié à la glorieuse révolution. Exactement, tout est glorieux à cette époque-là. Le contexte devient moins régional, davantage international, beaucoup lié à l'Angleterre. En 1688, cette glorieuse révolution amène les nobles anglais à demander l'intervention militaire de Guillaume d'Orange, qui est chef militaire des Provinces-Unies, elle-même protestante. Là, désormais, l'Angleterre se range du même côté que les Provinces-Unies, que la Suisse. Et donc tout ce contexte international va amener à être en faveur du retour des Vaudois. On retrouve le poids ou la puissance médiatique de l'internationale protestante qui, à travers les lettres, à travers les gazettes, à travers également les subsides qui sont donnés, etc., s'empare de l'événement pour dénoncer les puissances catholiques et surtout le jeu du duc de Savoie. Cette expédition d'un millier de Vaudois pendant 2 semaines pour 350 km de haute montagne sous une météo compliquée, depuis le lac Léman jusqu'aux vallées, est notamment connue grâce aux écrits du seul personnage qui a une statue, aujourd'hui encore, dans le quartier vaudois de Torre Pellice, Henri Arnaud. Jean-Paul Chabrol a récemment réédité ce récit. Il est né à Embrun, il est donc protestant, il devient pasteur et il se retrouve à la tête de la glorieuse rentrée. D'ailleurs, il se donne un beau rôle. Monsieur Arnaud, ayant avec 14 autres mis le premier pied sur la rive orientale du lac de Genève, posa d'abord de bonnes sentinelles à toutes les avenues et s'attacha à mettre le monde en ordre à mesure qu'il débarquait. Il est encadré donc d'officiers, etc. Ils rentrent en vainqueur dans leur patrie, comme ils le disent. C'est à partir de 1710 qu'il publie son histoire de la rentrée des Vaudois dans leur héritage, comme on disait à l'époque, dans leur patrie. Quand on lit Alexis Muston, ou des historiens même plus récents, et quand on s'intéresse à la façon dont est racontée et commémorée encore aujourd'hui l'histoire vaudoise, cet événement, cette épopée, semble être le moment le plus important, je dirais même presque fondateur de l'identité vaudoise. Oui, c'est l'élément clé de l'identité vaudoise. Et d'ailleurs, quand on va dans les vallées vaudoises, et notamment quand on va à Balsiglia, qui a été marqué par un siège qui a une dimension presque providentialiste parce que les assiégés ont pu s'échapper de Balsiglia qui était encerclée. Lorsqu'on va dans ces vallées, on est frappé par 2 choses. La première, quand on visite les cimetières et que l'on voit les temples, c'est des noms français. Et jusque dans les années 50, les inscriptions funéraires sont en français et les noms sont français. Le deuxième aspect, lorsqu'on va dans ces vallées, notamment lorsqu'on va à Balsiglia, c'est un magnifique hameau avec un petit musée qui raconte la célèbre rentrée. Et là, on voit partout des plaques, des lieux, etc., qui rappellent l'événement. Ça rappelle également cette construction de la mémoire, cette invention de l'identité à partir des faits qui se sont déroulés 1 ou 2 siècles auparavant. C'est le même phénomène qu'on rencontre en Cévennes, disons à partir du milieu du XVIIIe siècle. Est-ce que cette postérité-là ne viendrait pas aussi du fait que c'est un événement positif, une victoire, alors que c'est vrai que autant dans l'histoire des Vaudois que l'histoire des protestants français, on insiste par la force des choses plutôt sur des défaites, sur des persécutions, il n'y avait pas ce côté-là aussi, c'est quelque chose de positif à mettre en avant? Tout à fait, c'est en effet une victoire qui est célébrée, c'est un fait unique dans l'histoire du protestantisme européen, qu'une minorité chassée de ses terres soit capable de revenir
et de s'y installer les armes à la main. Mais on peut faire le parallèle, j'allais dire à contrario. La guerre des Camisards, c'est un échec. David n'a pas vaincu Goliath. Et pourtant, de cet échec-là est née la légende des Camisards et tout ce légendaire qui célèbre les Camisards. Je voulais justement parler des Camisards avec Jean-Paul Chabrol. Sa réédition du récit d'Henri Arnaud est accompagnée d'une réflexion sur les liens entre Vaudois et Huguenots dans ce moment où les deux minorités protestantes sont pourchassées par Louis XIV et son neveu, le duc de Savoie. Et à cette fin de XVIIe siècle, j'imagine que pour les protestants français, et notamment les plus proches, Dauphiné-Cévennes, c'est quoi ? C'est un encouragement ? Comment c'est perçu ? Oui, là il y a une concomitance de dates absolument surprenante. Bon, ce n'était pas prémédité, mais Vivien et Brousson avaient été tenus au courant de la glorieuse rentrée. Ils savaient qu'ils étaient revenus dans leur vallée, que ça avait été un succès. Ils savaient que c'était par la force armée et non pas par une résistance pacifique qu'ils avaient réussi à revenir chez eux. Et donc, il y a eu là une tentative de soulèvement qui a échoué. Alors, il y a eu une deuxième tentative, je ne vais pas rentrer dans des détails, qui a également échoué, mais à chaque fois pour ces deux tentatives, il y a présence d'officiers ou d'agents, entre guillemets, vaudois. Sans doute les encourageait-il. Il va faire peut-être un petit peu de ce qu'on appellerait du retour d'expérience aujourd'hui. Oui. Alors d'ailleurs, pour le pouvoir, cette présence clandestine vaudoise au départ de la guerre des Camisards est évidente. Le mot Camisard s'impose à partir du début de l'année 1703. Avant le début de cette année-là, le pouvoir se pose la question, mais qu'est-ce qui se cache derrière ces révoltés? Ils n'ont aucune expérience militaire, ce sont des artisans, des paysans, etc. Comment diable ces gens sans aucune expérience militaire arrivent à tenir en échec les garnisons royales et l'armée royale? Et en effet, le pouvoir, notamment l'intendant Baville et puis les officiers qui l'entourent, etc., suspectent une présence vaudoise. Et d'ailleurs, on avance comme nom, on parle des barbés. Bien évidemment, c'est un nom qui est forgé sur les barbes des fameux ministres clandestins itinérants chez les Vaudois. Et donc, on suspecte qu'il y a des Vaudois qui encadrent les révoltés, et on a même avancé l'idée fausse que Jean Cavalier se serait formé militairement chez les Vaudois, mais ça c'est une légende inventée par le pouvoir. C'est la main de l'étranger donc qui se trouverait derrière cette révolte. Jean Cavalier qui était l'un des chefs charismatiques des Camisards. Et illustration de la bascule diplomatique des ducs de Savoie présentée par Alexandre Ruel, Cavalier a même passé 2 années autour de 1705 dans les vallées vaudoises après s'être mis au service justement du duc de Savoie qui était alors opposé à Louis XIV. Alors ça c'est intéressant, mais ça montre en effet, je reviens encore sur cette expression d'internationale protestante, on voit en effet les liens qui se tissent entre les différents pays réformés. Et donc, on comprend pourquoi les Camisards ont espéré une victoire comme les Vaudois l'avaient réalisé en rentrant chez eux. À l'issue de ce XVIIe siècle, siècle des Vaudois, indissociable des affrontements politiques et religieux de l'Europe du temps, les Vaudois sont donc rentrés dans leur vallée et y restent confinés, protestants toujours peu nombreux, dans une Italie très catholique. C'est au XIXe siècle que les choses vont changer et que le protestantisme vaudois va pouvoir se diffuser dans le reste de la péninsule. Une histoire à retrouver dans le prochain épisode. Les lois sont changées pendant ce siècle, mais la montagne n'est pas changée. Et donc la difficulté de vivre dans ces montagnes, dans l'agriculture pauvre, n'est pas changée. Sur les traces des Vaudois est une série produite par le Musée protestant et Regard protestant, réalisée par Antoine Gouritin. Générique, Alexandre Lechaud. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes dès à présent sur le site du Musée protestant et dans votre application de podcast favorite.